Pourquoi la fin de la guerre froide n'a pas amené le triomphe de la démocratie libérale en Europe? Comment le régime de Poutine a-t-il réussi son opération de séduction des capitales européennes et les a rendus aveugles sur les atrocités à venir? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Sylvie Kaufmann, éditorialiste dans Le Monde, auteur des Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. Bonjour Sylvie, tout d'abord merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien pour le podcast L'Ukraine face à la guerre. On vous connaît comme éditorialiste dans Le Monde. Vous êtes auteur justement de cet ouvrage tout à fait récent, 2023, fin de 2023, Aveuglé, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. C'est un livre absolument magnifique et passionnant. C'est un bilan en quelque sorte de 40, n'est-ce pas, de 40 ans de carrière, parce que le livre commence avec ce chapitre sur le moment Sakharov, 1986. Vous êtes sur le quai de cette ville russe qui s'appelle Yaroslav, je crois. Et donc, il se termine par vos voyages tout récents à Kiev en guerre, 2023. Vous croisez, vous parlez à des hommes et femmes politiques et puis ukrainiens en fait, et donc vous vivez cet autre moment tout à fait différent. Et donc, voilà, ma première question à vous, donc vous traitez dans votre livre, surtout dans quelques décennies, donc à part ce moment Sakharov, donc c'est plutôt les décennies avec plus d'attention, avec ces, décennies marquées, en tout cas en Russie, par le règne de Poutine. Mmh. Et donc, voilà, à partir de voilà, donc le moment où on vient au pouvoir. Et donc la première opération qui était effectuée par Poutine, c'était une opération que vous appelez opération séduction. Mmh. Séduction, de l'Occident, c'est-à-dire comment le pouvoir russe opère-t-il ces séductions, par rapport à l'Occident après la défaite, n'est-ce pas, de l'URSS dans la guerre froide. Mmh. Alors pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que Poutine arrive à séduire, Mmh. plusieurs capitales européennes et aussi peut-être, pas seulement européennes? Mmh. Merci Tetiana et bonjour à tous et merci de me recevoir dans votre podcast. C'est un grand honneur pour moi d'être avec vous. Et juste une petite précision, par rapport à votre introduction. Hem, C'était pas Yaroslav, en fait, c'est la gare de Yaroslav, Yaroslav Vokzal à Moscou, où Ah, Sakharov c'est à est Moscou. est arrivé de son exil, voilà, en 1986 en effet. Et c'est vrai que j'ai jugé utile de rappeler cet épisode parce que pour moi, c'était d'abord un personnage tellement extraordinaire, Andreï Sakharov, et qui aurait pu, je pense, influer davantage sur le destin de la Russie s'il avait pu vivre plus longtemps. Malheureusement, il est mort en 1989, mais c'était vraiment un authentique démocrate russe, et il n'y en a pas tant malheureusement, donc je voulais lui rendre cet hommage pour commencer ce livre. Alors, vous avez tout à fait raison, je me suis concentrée après sur ces 2 décennies, enfin qui sont maintenant un quart de siècle en réalité, du pouvoir du règne de Vladimir Poutine sur la Russie à partir de 2000, parce que je considérais que la décennie des des années 90 était plus incertaine d'une certaine manière, à la fois dans la recherche de son avenir pour la Russie et aussi dans le tâtonnement des relations avec l'Occident. Alors qu'à partir de 2000, et l'arrivée de Poutine, on voit bien qu'une direction commence à être prise. Et donc vous parlez de cette opération séduction. C'est vrai qu'à posteriori, quand on regarde avec le recul, la manière dont
dont Poutine a orienté ses relations avec l'Ouest et en particulier avec l'Europe et je dirais l'Europe de l'Ouest parce que c'est surtout l'Allemagne qui était visée dans sa stratégie, et la France dans une moindre mesure, mais c'était surtout l'Allemagne sa cible prioritaire. Et donc dès 2001, il va à Berlin, il est invité à s'exprimer devant le Bundestag, ce qui est la première fois qu'un président russe vient s'adresser au Parlement allemand fédéral. Et il a ce moment extraordinaire pour les Allemands. C'est donc le 25 septembre 2001, donc il faut se rappeler quand même que c'est 2 semaines après les attentats du 11 septembre aux États-Unis, donc le monde est quand même dans un moment de grande tension et de bouleversement. Et lui, donc il arrive, il fait un vrai numéro théâtral en réalité devant ces députés allemands qui n'attendent que ça, qui ont envie d'avoir un rameau d'olivier qui leur est tendu. Et il arrive un peu humble, un peu gauche même dans sa gestuelle. Ce discours est visible sur YouTube et il est très, très instructif à regarder. Et il commence son discours en russe. Et puis, assez rapidement, il dit: «Mais je vais maintenant», il rend hommage à l'Allemagne qu'il aime tellement et l'esprit allemand et la culture allemande, et cetera. Et évidemment, Allemagne qu'il connaît assez bien puisqu'il y a passé 5 ans comme officier du KGB à Dresde, avant la chute du mur, et enfin en réalité jusqu'à la chute de la République démocratique allemande. Et tout d'un coup, donc, il dit maintenant, je vais m'exprimer dans la langue de Kant, de Goethe, et qui est une langue tellement merveilleuse. Et il termine il continue son discours en allemand, dans un allemand évidemment excellent. Et là, les députés allemands sont totalement conquis. C'est vraiment, il aura d'ailleurs une standing ovation à la fin. Et vraiment là, l'opération de séduction a bien commencé et elle va connaître un très grand succès avec Gerhard Schröder, avec le chancelier Schröder qui lui est vraiment conquis, devient son grand ami, y compris un ami personnel, bien après le moment où il quitte la chancellerie fédérale. Et bien entendu, c'est pas seulement une amitié de, pur, si je puis dire, c'est aussi un intérêt financier qui a été très bien récompensé par sa position de président du conseil de surveillance de la société Nord Stream, de ce Oui. gazoduc qui est construit ensuite, oui. Et de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, il y a aussi cette, carte de la lutte contre le terrorisme qui a été jouée en 2001, donc le 11 septembre, donc au moment où justement, Poutine contacte, le président Bush et dit que voilà: «Vous pouvez compter sur nous pour lutter contre les méchants terroristes» et donc c'est vraiment aussi un symbole de l'entente, donc de la fin, en fait, véritable de la guerre, froide. Donc c'est le moment où le président Bush, comme vous le décrivez, brillamment dans votre livre, il affirme avoir vu, comme vous dites, l'âme Oui, de Poutine, n'est-ce pas? Dans ses yeux et oui. donc c'est un moment de l'entente entre, le pouvoir américain et le pouvoir russe sans précédent, en quelque sorte, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est-à-dire que, bon, il y avait eu avant les échanges, même quelquefois très cordiaux entre Yeltsin et Clinton, mais d'une part, Yeltsin était différent de Poutine et puis c'était une période différente. Et puis d'autre part, il y a eu cette phrase en effet de George W. Bush, que vous venez de citer. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu son âme, et tout le monde s'est moqué de lui en réalité à ce moment-là. Et même sa secrétaire d'État, Condoleezza Rice, écrit dans ses mémoires que quand elle a entendu ça pendant la conférence de presse, quand elle a entendu son président dire cette phrase, elle s'est mordu les lèvres en disant: Mon Dieu, il aurait, il n'aurait pas dû dire ça, on va s'en souvenir longtemps. Et en effet, cette phrase lui a été reprochée constamment après, parce que c'était évident qu'il n'avait pas vu son âme, ou alors s'il l'avait vue, il s'était lourdement trompé. Et après, vous avez tout à fait raison de rappeler que au moment du 11 septembre, le jour des attentats du 11 septembre, euh, Vladimir Poutine a été le premier chef d'État étranger à appeler Bush
a appelé Washington et a proposé son aide. Et effectivement, il a apporté son aide dans la coopération antiterroriste. Ça servait aussi ses intérêts, mais il a aidé les Américains en leur accordant, par exemple, des autorisations de survol de l'espace aérien pour pouvoir envoyer les équipements en Afghanistan pendant la guerre, pour la guerre d'Afghanistan, etc. Mais tout ça, c'est dégradé, cette coopération s'est totalement effondrée avec l'invasion américaine de l'Irak en 2003, où là, la Russie, comme la France et l'Allemagne, a refusé de participer ou même de cautionner cette invasion, cette opération américaine en Irak. Et là, à partir de ce moment-là, les choses se sont pas mal dégradées entre l'Occident ou en tout cas entre les États-Unis surtout et la Russie, parce que c'était aussi le moment, vous vous souvenez bien sûr, d'abord de la révolution en Géorgie en 2003 et puis surtout de votre révolution orange en Ukraine en 2004 où Poutine a... Voilà, c'était le moment où en fait, l'Europe, s'alignait plutôt s'alignait, allait dans le même sens, que la Russie. Donc ça a créé quelques ruptures, importantes entre, les États-Unis d'une part et l'Europe, en tout cas occidentale de l'autre part, d'autre côté. Et c'est là aussi, le moment de cette rupture que vous décrivez plus loin dans votre livre, entre l'Europe, occidentale, si on peut dire comme ça, et l'Europe orientale. Mhm. Donc je veux dire les pays tels que Pologne, tels que Roumanie, tels que voilà, Les donc Pays-Bas, ce qu'on appelle l'Europe centrale. l'Estonie. Et donc c'était là, donc c'est aussi un moment où justement ces pays-là, ils s'alignaient plutôt avec les États-Unis. Et donc ça a créé, voilà, ce désaccord, qui, voilà, qui avait perduré. C'était une des raisons, donc c'est cette position sur la guerre, américaine en Irak, n'est-ce pas? Absolument, absolument, et c'est cette, phrase mémorable de Jacques Chirac, qui était président, français à l'époque et qui a dit aux pays d'Europe centrale et orientale qui s'étaient alignés sur les États-Unis, il était tellement furieux, il a dit dans une conférence de presse, «Ces pays ont perdu une occasion». Ils ont montré qu'ils étaient bien mal élevés, il a dit, et ils ont perdu une occasion de se taire, et cette phrase vraiment a traumatisé, enfin a été perçue à juste titre comme une insulte par ces pays, et elle est restée inscrite euh, dans la psychologie de tous les dirigeants de ces pays d'Europe centrale et orientale pendant des années, pendant très très longtemps, jusqu'à, je pense que le président Macron, il y a un an, en fait, à Bratislava, reviennent sur cette phrase et dire, en fait, c'est nous qui avons raté une occasion de vous écouter. Voilà. Oui, donc il y a Et il voilà, y le avait une vraie retour à cette rupture, vous avez raison, cet épisode de la guerre d'Irak et la différence, l'opposition au sein de l'Europe dans l'attitude vis-à-vis des États-Unis a été une rupture enfin une division très très profonde au sein de l'Europe, et aussi la France et l'Allemagne ont eu des relations très difficiles avec les États-Unis pendant quelques années à cause de ça. Oui, donc cette, opération séduction, on va dire comme ça d'une manière un peu schématique, voilà, qu'elle arrive à séduire, plutôt Paris et Berlin et moins les États-Unis. Mhm. Et donc mais en même temps, il y a un processus, qui est parallèle, que la Russie, devient de moins en moins démocratique et que Poutine, devient de plus en plus, on va dire autoritaire. Et donc entre, cet épisode de 2001 au Bundestag allemand que vous venez de décrire Mhm. et cet épisode de rassemblement à Munich. Et donc ce discours de Munich, ça c'est 2007, Oui, n'est-ce pas? absolument, 2008? absolument, 2007. 2007. Donc il y a un écart, il y a un fossé parce que, là Poutine, prend toute une autre posture. Et donc, rétrospectivement, quand on lit ce discours, donc on se dit qu'il y a plusieurs choses qui ont été déjà dites. Mmh. À cette époque-là, c'était, des choses qui étaient dites et qui n'ont pas été entendues correctement par des capitales européennes. Oui, alors et on a parlé tout à l'heure de votre, révolution orange, et il y a, une série d'indices, de signes à partir de ce moment-là
qui ne sont pas perçus comme tels, en Europe de l'Ouest, en particulier. Donc je parle de l'Europe de l'Ouest, ça fait un peu guerre froide, mais en réalité, on voit bien que dès ce moment-là, l'Europe de l'Est et du centre, perçoit les choses de manière très différente pour des raisons, évidentes, pour des raisons de culture historique, et d'expérience, par rapport aux pays d'Europe de l'Ouest comme la France, l'Allemagne, l'Italie, et autres. Et donc, cette tension qui monte, en fait, cette tendance, comme vous dites, de plus en plus, autocratique du régime de Poutine, n'est pas perçue ou n'est pas prise en compte, comme telle par les gouvernements allemands et français, par exemple, et jusqu'au jour de cette, conférence, de sécurité à Munich, donc qui est la conférence annuelle qui se tient à Munich, où Poutine est invité pour la première fois, là aussi. Madame Angela Merkel est alors, chancelière, elle est là. Il y a Bob Gates, le secrétaire, à la défense américain. Il y a vraiment tout le gratin de la défense et de la diplomatie occidentale est là. Et quand Poutine arrive, alors là aussi, on peut regarder ce discours sur YouTube. C'est là aussi très instructif parce que son body language, hein, sa gestuelle est là totalement différente de celle de 6 ans plus tôt à Berlin. Là, il est au contraire très agressif. Il a une espèce d'attitude de boxeur qui monte sur le ring et il prononce un discours extrêmement agressif, très accusateur vis-à-vis des États-Unis, qu'il dénonce comme puissance hégémonique, c'est vraiment un discours très dur pour les États-Unis et les Occidentaux et pour l'OTAN. Il dit très clairement que l'élargissement de l'OTAN est une manifestation hostile vis-à-vis de la Russie. Et donc on voit l'assistance pendant ce discours assez sonné, euh, Mmh. qui se dit: «Mais qu'est-ce qui nous tombe sur la tête? Qu'est-ce qui se passe?» Comme s'ils étaient très surpris. Et j'ai parlé avec heu, certaines des personnalités qui étaient là, ce jour-là, et c'est intéressant parce que les occidentaux effectivement étaient surpris, enfin à nouveau les gens d'Europe de l'Ouest, mais par exemple le président estonien de l'époque, Toomas Ilves, dit: «Mais nous, on n'était pas du tout surpris parce qu'on savait très bien que c'était que c'était ça l'attitude de Moscou, on l'avait très bien perçu et nous, on n'était pas du tout surpris.» Et il y avait aussi le sénateur McCain, John McCain, qui est mort maintenant, sénateur républicain, et qui lui aussi observait tout ça de très près et a dit: «Mais moi, je ne suis pas étonné.» Lui, il était plutôt considéré comme quelqu'un un tenant de la ligne dure vis-à-vis de Moscou. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi sur ce discours, c'est qu'à la fois c'était un avertissement de Vladimir Poutine, mais les Occidentaux, bien qu'ils aient été sonnés par ce discours, dès que ça a été terminé, ils sont revenus au business as usual, c'est-à-dire ils n'en ont pas tenu compte en fait, et ils ont continué leur ligne assez conciliante vis-à-vis de Moscou parce que c'était ce qu'ils considéraient comme leurs intérêts, surtout économiques en fait. Comme si c'était justement un discours qui amenait pas, une réalité tout autre, et donc c'est là peut-être que on peut situer, voilà, le véritable début de cet aveuglement, parce que voilà, c'est au centre de votre livre, il y a ce concept de l'aveuglement. Mmh. Parce qu'on aurait pu croire encore à avoir quelques illusions, au début des années 2000, mais donc les choses étaient dites, avant d'être faites, et donc là, donc c'était on devrait sans doute, percevoir, ce discours comme un signal d'alarme. Alors l'alarme n'a pas sonné dans les capitales, ni à Paris, ni à Berlin, Mmh. justement pour des bonnes choses, et donc, la preuve en 2008, un autre épisode historique auquel on revient, d'une manière très régulière aujourd'hui, donc dans l'actualité tragique de cette guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. 2008, le sommet de l'OTAN à Bucarest que vous décrivez. Et donc on revient à voilà, ces heures décisives, Mmh. en quelque sorte, en tout cas pour l'Ukraine, puisque c'est le moment où l'histoire aurait pu être très différente, parce que la Maison Blanche, avec le président Bush, était très pour
l'idée que l'Ukraine, tout aussi bien que Géorgie, obtiennent, ce qu'on appelle MAP, le Membership Action Plan. Oui. Donc et ce que n'était pas malheureusement soutenu, ni par, Nicolas Sarkozy qui était ailleurs, Mmh. à l'époque président, Oui. de la République française, ni par Angela Merkel qui était chancelière, allemande. Et vous décrivez justement tout en détail, cette voilà 16 heures, très longues Mmh. de débat. Qu'est-ce qu'on doit, retenir? Et est-ce que vous croyez que justement que s'il y avait un peu plus d'insistance de la part, des Américains, on aurait pu quand même avoir toute une autre histoire du continent? Alors, je ne suis pas sûre que les Américains, auraient pu faire changer les Européens d'avis à ce moment-là parce que, donc nous étions à la fin du deuxième mandat de Bush, hein, c'était en avril 2008, c'était sa dernière année à la Maison Blanche et donc il était ce qu'on appelle, aux États-Unis, lame duck, hein. C'est un À la fin de son deuxième mandat, ce président américain n'a plus beaucoup de pouvoir ou d'influence, disons, ou de possibilité d'influer sur le cours des choses. Par ailleurs, surtout vis-à-vis de la France et de l'Allemagne, les États-Unis étaient quand même assez déconsidérés à cause du fiasco de leur opération en Irak. Là, il était très clair en 2008 que tout ça, que cette invasion d'une part avait été justifiée par des motifs, faux, cette fameuse histoire des armes de destruction massive et puis qu'elle avait surtout été très mal organisée, qu'elle avait très mal tourné et que ça provoquait un chaos plutôt qu'autre chose au Moyen-Orient et on en a encore la preuve aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est aux Européens qu'il aurait fallu, eux-mêmes comprendre, avoir la lucidité, de comprendre ce qui était en jeu avec cette proposition américaine d'ouvrir la voie. Il ne s'agissait pas d'intégrer du jour au lendemain l'Ukraine et la Géorgie, dans l'OTAN. Ça ne se fait jamais du jour au lendemain et ça ne s'est pas fait pour les pays, d'Europe ex-membres du pacte de Varsovie, mais il s'agissait d'ouvrir la voie, hein, comme vous dites, de leur accorder ce Membership Action Plan. Et vraiment, Angela Merkel surtout, et elle a enrôlé Nicolas Sarkozy dans un rôle de soutien, actif et rôle qu'il a très bien rempli, mais les Allemands étaient vraiment, déterminés à faire échec à ce projet, américain et quand même pour que les Allemands tiennent tête à ce point aux États-Unis, il faut que le sujet leur paraisse vraiment important parce que ce n'est pas si fréquent, que ça que Berlin, s'oppose à ce point, à Washington. Et donc, j'ai voulu raconter cet épisode en détail, ce sommet de l'OTAN à Bucarest qui a duré 3 jours donc, en avril 2008 parce que j'ai compris que c'était un tournant, dans l'évolution de cette partie de l'Europe et malheureusement un tournant pour le pire parce que on a fini donc dans cet affrontement diplomatique, qui était très vif, hein. Les gens qui ont participé les diplomates qui ont participé me disent aujourd'hui, «Ah oui, c'était horrible, c'était terrible, c'était une telle bataille, c'était monstrueux». Ils en gardent un très, très mauvais souvenir parce qu'ils ne sont pas habitués à se battre entre occidentaux comme ça, à ce point et à chercher jusqu'au dernier moment une formule de compromis. Et donc ils ont trouvé cette formule de compromis qui était la pire à mon avis possible, c'est-à-dire, l'Ukraine et la Géorgie seront un jour membres de l'OTAN, mais on ne donnait absolument aucun calendrier ni aucune procédure contraignante pour remplir cet engagement qui était un engagement dans le vide en fait et de fait, ni l'Ukraine ni la Géorgie ne sont, toujours membres de l'OTAN aujourd'hui. Et donc, les Ukrainiens ont dit, en voyant ce compromis, ils ont dit: «Oui, voilà, la porte était ouverte» parce que c'est ont réaffirmé soi-disant cette open door policy de l'OTAN, la politique de la porte ouverte. Donc les Ukrainiens ont dit: «La porte est ouverte, mais on n'est pas invités». Et voilà, Mmh. c'est exactement ce qui s'est passé. Poutine a compris ça comme un message heu, de passivité de l'Occident, c'est-à-dire, d'abord il a vu qu'on était divisés, que les Occidentaux étaient divisés et puis, il a compris que ça voulait dire que puisqu'on ne
donné aucun calendrier ni aucune procédure, ben, on n'avait aucune envie d'intégrer ou d'ouvrir la voie à l'adhésion de l'Ukraine et de la Géorgie à l'OTAN. Et les Ukrainiens et les Géorgiens, évidemment, étaient assez frustrés puisque ils voyaient bien que la porte n'était qu'entrouverte et qu'il ne se passerait rien. Et de fait, 5 mois plus tard, en août 2008, il y a eu l'invasion de la Géorgie. Voilà, qui a un moment de non-retour puisque c'est une guerre, qui s'installe, pour du bon sur le continent. Vous terminez ce chapitre, sur la Géorgie par dire que c'est une guerre éternelle, c'est-à-dire que c'est une guerre qui dure parce que c'était une situation de l'impasse pour la Géorgie. Oui. Bah, rien n'est éternel, mais quand même, voilà, ça fait cette impression-là. Mmh. J'étais frappée particulièrement frappée par cet épisode sur, voilà, je reviens un petit moment sur, le sommet de l'OTAN. Mmh. C'est que, vous décrivez tellement en détail ce que se passait, même, ce conseiller, je crois qu'il était conseiller français qu'on empêchait à dormir, que les Américains empêchaient de dormir parce qu'il téléphonait tous les 2 heures, durant la nuit, et cetera, et cetera. Donc d'où la question, voilà, vous considérez ici et dans d'autres endroits aussi de votre livre, le politique comme une œuvre humaine, c'est-à-dire que ça compte en fait les personnes, les personnages qui sont là. Vous décrivez Angela Merkel qui arrive à ce sommet avec 4 vestes Oui. parce que voilà, parce qu'elle est organisée, parce elle a tout prévu. Elle a prévu à dire non à l'Ukraine et la Géorgie, mais elle a aussi prévu quelle veste elle mettrait à quel moment. Et donc à quel point peut-on dire, que voilà, ce facteur de la personnalité dans l'histoire, et donc je mentionne, ce n'est pas par hasard que je mentionne Angela Merkel, ici, donc c'est la personnalité, ça compte. Croyez-vous qu'un homme ou bien une femme, peuvent changer le cours, de l'histoire, et donc ça pas uniquement les institutions, les tendances historiques, les voilà, et autres, fatalités qui existent? Oui, non, vous avez tout à fait raison, c'est un point, intéressant auquel vous attirez mon attention là-dessus, je m'en étais pas rendu compte à ce point. Moi, je me suis attachée à décrire, le comportement et ses réactions humaines parce que les gens m'intéressent et que je trouvais que c'était une façon aussi de rendre le récit plus vivant pour le lecteur. Mais vous avez raison, le caractère, et la perception, personnelle des dirigeants politiques compte. Ce sont des facteurs, ça c'est très clair et c'est ce qui nous amène aussi à nous interroger tellement sur Angela Merkel parce que, si vous voulez, je crois que Nicolas Sarkozy, dans cette période, est plus facile à lire d'une certaine manière. Il a bon, vous savez, le président français a beaucoup de pouvoir à cause de la constitution française lui donne beaucoup plus de pouvoir que, la loi fondamentale allemande n'en donne au chancelier ou à la chancelière qui doit beaucoup plus coopérer avec le parlement. En France, le pouvoir exécutif et en particulier celui du président est fort et donc on voit que Nicolas Sarkozy, notamment quand il négocie le cessez-le-feu, pour la Géorgie, en août, 2008, donc en l'espace de 5 jours. Il va à Moscou, puis à Tbilissi et là, on voit qu'il est aussi très animé par son ambition personnelle. Bien sûr, il veut arrêter les combats, en Géorgie, quitte à ce que ça se fasse dans des termes favorables à la Russie, mais il est aussi très animé par, la volonté de montrer que la France et le président de la République française a réussi un coup diplomatique important. En ce qui concerne Angela Merkel, c'est pour moi, ça reste, quelque chose d'assez énigmatique parce que contrairement à son prédécesseur, Gerhard Schröder, elle n'a pas du tout été dupe du personnage de Poutine. Elle ne s'est pas du tout laissée, séduire. D'ailleurs, Poutine, qui avait compris aussi à qui il avait affaire, n'a pas essayé de la séduire. Il s'est très mal comporté avec elle dès le début, d'une manière très machiste, très dominateur et même assez grossier. Comme il le fait apparemment souvent avec les femmes politiques et elle a quand même, vécu jusqu'à l'âge de 35 ans dans un régime communiste, soviétique, en RDA. Donc, elle était parfaitement au courant de tout ce que tout ça signifiait, même si je pense qu'elle est comme beaucoup d'Allemands, très attachée à la culture russe et assez fascinée par l'héritage, de la Russie et la relation, germano-russe. Mais donc, pourquoi est-ce qu'elle, avec cette lucidité, qu'elle avait sur ce partenaire russe, elle a continué
cette, cette politique et même intensifier cette politique de Schröder, en particulier sur la dépendance, de l'énergie, la dépendance de l'Allemagne au gaz, russe. C'est quelque chose, je crois, qu'elle n'a pas encore expliqué et dont, les Allemands attendent. I Les Allemands, je pense, aimeraient vraiment comprendre pourquoi elle a mené cette politique alors que normalement elle aurait dû être beaucoup plus, prudente. Je pense que c'est une des grandes explications, c'est sa volonté d'assurer la prospérité économique de son pays, et peut-être aussi parce qu'elle connaissait la Russie, elle se disait qu'il y a une espèce de destinée, germano-russe dans l'histoire et qu'il était naturel qu'elle la poursuive. Je ne sais pas, elle elle doit, écrire elle doit être en train de terminer ses mémoires là, qui seront publiés sans doute, plus tard cette année et je pense que tout le monde attend avec curiosité, les explications qu'elle donnera peut-être ou peut-être Oui, ça pas. c'est très intéressant. On attend beaucoup Oui, ce livre et puis les traductions aussi qui vont sans doute, vont pas oui. tarder. À la fois, vous rapportez cette phrase de Volodymyr Zelensky, par rapport à Angela Merkel et sa réponse donc, je crois que c'était déjà tout de suite après la grande invasion russe, quand il revient à ces jours de sommet de l'OTAN en 2008. Mmh. À Bucarest, il accuse en quelque sorte, Angela Merkel, de n'avoir pas soutenu l'Ukraine à ce moment-là et donc elle répond brièvement, elle n'occupe plus le poste de chancelière, mais elle répond, qu'elle est convaincue qu'elle avait raison Oui, en 2008, c'est-à-dire qu'elle, heu, qu'elle est toujours convaincue qu'elle avait raison en 2008 comme elle avait raison plus tard. Donc c'est-à-dire qu'elle reconnaît pas, les erreurs, en tout cas, vu du point de vue de Volodymyr Zelensky, l'histoire aurait pu être différente bien sûr, parce que l'Ukraine dans l'OTAN ou même invitée dans l'OTAN, même l'Ukraine qui fait son chemin vers l'OTAN, ça sera quand même un pays qui serait pas aussi facilement attaquable par, la Russie comme un pays neutre bien soi-disant, sûr, qui est voilà, porte ouverte, mais on n'est pas invité. bien sûr. Donc, qu'elle s'entêtait à et sans doute elle donnera, des éléments de réponse dans ses mémoires. Mmh. Donc vous résumez que finalement que voilà les 3 pays, majeurs, on va dire, de l'Europe occidentale, donc Berlin, Paris, mais aussi Londres, donc d'une manière ou d'une autre sont liés, par un réseau d'interdépendance avec la Russie. Pour Berlin, c'est économie, pour Londres, La c'est quoi? C'est finance, l'argent la des voilà. oligarques, l'argent de ces riches, de ces Russes qui sont riches et cetera et pour, la France, il y a toujours cette position, cette recherche de la sécurité sur le continent et donc dans la version française, il y a toujours la vision que sans la Russie, voilà, on ne pourra pas régler ce problème, de la sécurité sur le continent et donc on entend des échos de cette position même aujourd'hui. Je trouvais extrêmement intéressante votre réflexion sur, ce qui se passe entre l'Europe occidentale et l'Europe, orientale. Parce que vous avez, rencontré, vous décrivez dans votre livre, voilà, Orban, par exemple, de l'Hongrie encore dans les années, 80-90, c'est ça? Donc Ouais. tout au début de sa carrière et puis vous avez cette connaissance humaine de ces personnages-là qui sont aujourd'hui les femmes politiques et donc et on était étonnés de voir, parce que ça s'était pas discuté d'une manière publique, que par exemple, après la 1re étape, après que cette première étape de la guerre russe avait commencé, c'est-à-dire en 2014, que la Pologne aurait aimé être dans le format Normandie. On s'est jamais posé la question: «Pourquoi est-ce que c'est vraiment la France et l'Allemagne qui sont dans le format Normandie et pas la Pologne?» Oh, Et oui. donc vous décrivez que les Polonais étaient mécontents du fait d'être éloignés de règlement de ce conflit-là. Qu'est-ce qu'on peut dire, voilà, justement sur ces, fractures, mécontentement, mal-compréhension entre l'Europe occidentale et l'Europe, orientale, on peut dire comme ça, Mmh. durant cette, 1re et deuxième décennie du XXIe siècle. Oui, c'est très intéressant, je trouve. C'est une dimension de notre histoire européenne à laquelle, à l'Ouest, on n'a pas assez, prêté attention, je trouve, ou qu'on n'a pas assez approfondi parce qu'on est resté quand même très figé dans notre schéma de l'après-guerre froide ou de la guerre froide en réalité, même si on a été très très content d'intégrer,
les anciens pays du pacte de Varsovie et les pays baltes dans l'OTAN d'abord et puis dans l'Union européenne. On a trouvé ça, c'était un peu compliqué au début, mais en réalité c'était une sorte de revanche tout à fait naturelle de l'histoire. Mais en même temps, on les a quand même beaucoup considérés pendant longtemps comme un peu des nouveaux arrivants, des petits jeunes, si je puis dire, et on était quand même assez condescendants vis-à-vis d'eux. Et pour la Pologne, qui c'est toujours vu comme un pays plus important que les autres quand même, ou une sorte de penser avoir droit à une sorte de leadership régional en Europe centrale, c'était particulièrement difficile à vivre, je pense, cette condescendance de l'Europe de l'Ouest. Et alors quand ce format Normandie a été créé, donc en 1900, pardon, en 2000, en 2014, je suis désolée, pardon, oui, en 2014, au moment de l'anniversaire du débarquement de Normandie, donc le 6 juin 2014, il y a eu cette rencontre Merkel, Hollande, Poutine et Poroshenko en Normandie, et qui a ensuite ouvert la voie au processus de Minsk. Les Français et les Allemands ont monté ça tout seuls entre eux, et ils ont considéré que c'était une initiative européenne, bien sûr, mais d'abord franco-allemande. Hein, franco-allemande qui se faisait au nom de l'Europe, mais c'était le couple franco-allemand qui menait cette initiative. Alors, ils n'ont pas proposé, par exemple, aux Britanniques d'y participer, alors que les Britanniques étaient encore à ce moment-là au sein de l'Union européenne. Et le conseiller diplomatique de David Cameron m'a raconté que quand il a découvert que cette initiative était en cours, il était furieux de ne pas que les Britanniques n'aient pas été associés. Il en a parlé à David Cameron, Premier ministre à l'époque, en disant il faut absolument qu'on y soit. Et Cameron a dit oh, en fait, non, ça va probablement échouer, c'est pas la peine de s'embêter avec ce truc-là, laissons-les faire. En réalité, dans, il était déjà très préoccupé par son idée de référendum sur le Brexit, etc. Donc, ce n'était pas une priorité pour lui. Et alors, les autres qui étaient, vous avez tout à fait raison, très frustrés de ne pas avoir été consultés ou associés à ça, c'était les Polonais, parce qu'ils considéraient qu'ils étaient quand même le grand pays d'Europe centrale et le plus proche de l'Ukraine, au moins géographiquement, et qu'ils avaient des choses à apporter. Et donc c'est en particulier Radek Sikorski, qui est aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères polonais, qui dit mais c'était vraiment c'était une entrave à l'Union européenne de faire ça en allemand, entre allemand et français, en franco-allemand. Voilà. Alors après, toute cette maintenant, le regard qu'on porte sur ce processus de Minsk est très intéressant parce que vous parliez tout à l'heure du regard qu'on porte sur le sommet de l'OTAN à Bucarest, et je dois dire que ni dans l'entourage de Sarkozy, ni dans celui de Merkel, on ne veut porter de regard critique sur ce sommet de l'OTAN, alors que certains diplomates qui ont participé aujourd'hui disent oui, peut-être qu'on s'est trompé. Mais au niveau politique, on continue à dire que c'était ce qu'il fallait faire parce qu'il ne fallait pas provoquer la Russie à ce moment-là, et que l'Ukraine n'était pas prête. Enfin voilà, il y a toute cette série d'arguments. Mais sur le processus de Minsk, là aussi, Merkel s'est un petit peu expliquée, et François Hollande aussi. Et eux, ils disent que c'était la bonne chose à faire parce qu'il fallait tenter la voie diplomatique, et ça permettait à l'Ukraine, alors ça c'est l'argument de Merkel, elle dit ça a permis à l'Ukraine d'acheter du temps, on a acheté du temps pour l'Ukraine, ça a permis à l'Ukraine de gagner du temps pour se fortifier, pour fortifier son armée, et si on n'avait pas laissé tout ce temps à l'Ukraine pour se renforcer, elle n'aurait pas pu résister à la grande invasion en 2022. Moi, je pense que ça n'est pas un argument
Très solide, parce que, oui, la France et l'Allemagne continuaient cette négociation sans fin qui n'aboutissait à pratiquement rien, sauf peut-être à des échanges de prisonniers. Heu, mais, en même temps, elle n'aidait pas particulièrement, l'Ukraine à se fortifier ou à renforcer son armée, en tout cas pas matériellement. Oui, donc voilà, donc ah oui, c'est 8 ans après ces 8 ans de négociations qui n'ont, pas donné grand-chose, mais que v justement, quand même donné quelque temps à l'Ukraine, puisque l'armée en 2014 et l'armée En 2000 ukrainienne en 2022, malgré tous les défauts et puis le de 2022 quand même, ce sont des choses 2 choses très différentes et donc absolument. malgré tout, voilà, il y avait ce temps, gagné pour se préparer, même si on ne peut jamais être trop prêt à une guerre et surtout à une guerre voilà, de défense contre la Russie qui surpasse de 4 fois en termes de population, en termes de désarmement, Mmh. en termes de préparatifs. Aujourd'hui, la chose, bon, bien sûr, avec cette grande invasion russe, la donne géopolitique avait changé d'une manière tout à fait incroyable. Aujourd'hui, l'Ukraine et puis a un statut de pays candidat à l'Union européenne. Donc l'Allemagne, la France aussi commence à penser à ce moment-là où en fait, l'Union européenne va avoir la frontière avec la Russie, c'est-à-dire parce que si l'Ukraine rentre, ça voudra dire, 2 000 kilomètres de la frontière avec la Russie qui n'est pas qui ne sera pas, on ne sait pas, mais qui sera sans doute pas un pays ami et donc voilà, ce grand rêve avec lequel vous commencez votre livre, ce grand rêve, qui était d'ailleurs prononcé par ce chancelier allemand qui a dit que, voilà, l'Allemagne n'a que des amis à ses frontières, donc ce rêve, voilà, sera terminé. C'est que vous De dites, Helmut Kohl, vous-même dans votre livre, ouais. sans doute que ce n'était qu'en parenthèse. Quel, dans quel état d'esprit, quelle est la prise de conscience, en fait, européenne de cet aveuglement, justement, qui est le sujet principal de votre livre? Est-ce que on termine avec cet aveuglement ou il reste encore, parce que pour des décennies à venir, étant donné que l'histoire elle est en quelque sorte, je dirais pas irréversible, tout peut changer, mais si tout va bien, l'Ukraine sera, membre de l'Union européenne, donc l'Europe devra gérer la Russie, de l'après-guerre. Est-ce que, voilà, il y a cet aveuglement commence à se dissiper, actuellement? Heu, oui, c'est une très bonne question. Je pense qu'on a ouvert les yeux évidemment le 24 février 2022 parce que le choc était tellement, violent et brutal qu'on on n'a pas pu faire autrement que d'ouvrir enfin les yeux. Pour les Allemands en particulier, ça a été un choc absolument terrible, beaucoup plus que pour la France, parce que les Allemands avaient tellement investi dans cette relation avec la Russie, elle était tellement naturelle pour eux, hem, à la fois sur le plan, culturel, historique, c pour moi, ça a été une grande découverte dans la recherche, que j'ai faite pour ce livre, c'est à quel point la relation germano-russe est importante dans l'Europe, et dans l'histoire de l'Europe et dans l'Europe actuelle et moderne et je pense qu'on n'en a pas fini avec ça. C'est une donnée, dont il faut vraiment, tenir compte, cette force de la relation, cette force et cette complexité, de la relation germano-russe. Donc pour les Allemands qui avaient à la fois cet investissement, historique et culturel avec la Russie, mais aussi cet investissement économique énorme, donc de leur dépendance énergétique, qu'il a fallu, rompre tout d'un coup et il faut voir l'effort économique que ça a représenté pour l'Allemagne de faire ça en l'espace d'un an. C'est très important et ça a eu un coût, et des conséquences économiques vraiment, graves pour l'Allemagne. Donc ça, c'est vraiment une chose déjà dont il faut tenir compte. Ensuite, il y a eu cette prise de conscience de l'Europe de l'Ouest en particulier, enfin, mais on peut dire de l'Union européenne aussi et des pays membres de l'OTAN, européens, qu'il fallait réarmer, qu'on avait complètement désarmé. Alors c'est vrai que depuis 2014, on en parlait beaucoup puisqu'il y avait cette revendication cette exigence de consacrer 2 du PIB
du budget pardon, des pays européens à la défense. C'était une exigence des Américains au sein de l'OTAN et que Donald Trump n'avait pas arrêté de répéter pendant son mandat présidentiel. Mais d'abord, très peu de pays membres de l'OTAN avaient mis en œuvre cette exigence, et notamment pas l'Allemagne. Et puis, on pensait que c'était pas utile, que c'était pas indispensable parce que, bien sûr, il y avait ce conflit dans le Donbass et cette attitude de la Russie, mais on n'envisageait pas du tout que ça puisse déborder à ce point-là et prendre cette dimension du retour d'une guerre à grande échelle sur le continent. Donc là, tout d'un coup, ça nous a sauté à la figure et on s'est rendu compte qu'il fallait. Ça a pris quelque temps quand même pour prendre les décisions de réarmement, de réinvestissement, comme on le voit maintenant, à quel point on a pris du retard dans la production de munitions, d'armements et quelles conséquences ça a pour l'armée ukrainienne, tout ce retard. Mais on voit bien que ce basculement psychologique et politique, il s'est opéré. Après, est-ce que la deuxième volet de votre question, en fait, c'est est-ce que on a ouvert suffisamment les yeux et est-ce qu'on a tiré toutes les leçons de cet aveuglement? Alors là, je crois il y a encore du chemin à faire. On le voit notamment, par exemple, dans nos relations avec la Chine. À nouveau, l'Allemagne est assez hésitante. Elle voit que ses intérêts économiques sont très importants en Chine et et il y a certaines divergences au sein de l'Europe sur l'attitude à tenir vis-à-vis de la Chine. Mais même à l'égard de la Russie, on va voir, je crois que tout le monde a bien compris que la Russie était dans une posture agressive vis-à-vis de l'Europe, du reste de l'Europe, à quel point cette agressivité a tendance à augmenter et à prendre des formes de plus en plus concrètes vis-à-vis de nos pays, à tous. Mais qu'est-ce comment on envisage, le jour d'après? Hem, Là, je crois qu'il y a toujours un grand flou. Heu Quand par exemple les Estoniens ou les pays baltes ou même les Polonais parlent accountability en anglais, hein, c'est-à-dire que de rendre la Russie responsable des crimes qu'elle a commis, hem là, je crois qu'il y a encore des choses il y a un non-dit assez important. On n'est pas du tout au point là-dessus, dans la partie occidentale de l'Europe, je dirais. Et puis, vous avez évoqué, voilà, cette future architecture de sécurité européenne à laquelle la France continue de penser beaucoup, parce que la France, en tant que puissance nucléaire, heu, considère qu'elle a un rôle important à jouer dans la conception de cette sécurité, de cette architecture de sécurité européenne, le jour où il faudra la reconstruire. Et la question se pose bien sûr de quel rôle y tiendra la Russie et quel rôle on sera prêt à lui accorder, puisque c'est aussi une puissance nucléaire et Vladimir Poutine se charge de nous le rappeler à peu près tous les jours maintenant. Donc voilà, oui, je crois que pour résumer la réponse à votre question, on a ouvert les yeux, mais il y a encore un effort à faire pour les garder grands ouverts, je crois. Merci beaucoup Sylvie pour cet entretien. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que la France et l'Allemagne soutiennent plutôt l'idée d'accepter l'Ukraine dans l'OTAN, hein, contrairement en 2008, alors que les États-Unis, cette Alors fois-ci, font oui, plutôt la figure de résistance. Donc les rôles se sont renversés. Et donc voilà, qu'ils considèrent que ça serait mieux d'avoir l'Ukraine dedans que dehors et que ça rapporterait plus côté sécurité. Merci beaucoup pour votre analyse et pour votre livre qui est absolument passionnant, qui nous raconte justement cette histoire, voilà, un personnage, cette histoire politique, mais aussi humaine de 4 décennies, en fait, de l'histoire européenne et américaine et ukrainienne et donc merci beaucoup. merci beaucoup à vous, Tetiana, et merci pour vos questions et merci d'avoir lu le livre si attentivement. Merci, à bientôt. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes.
Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Sylvie Kaufmann, éditorialiste dans Le Monde, auteur de l'ouvrage Les Aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.